conférence, c'était pas toujours évident de trouver des sujets de conférences un peu originaux pour ce type d'événement. Comme ça fait un petit peu de temps que je suis dans le game, j'ai essayé de trouver un sujet que je trouvais sympa, voilà. Et l'idée, c'est vraiment, enfin, je vais le présenter, hein, mais c'est d'essayer d'expliquer juste comment je fonctionne. Je pense que c'est toujours intéressant de voir comment les autres fonctionnent au quotidien, les autres référenceurs. Donc voilà, on va voir comment tout ça marche. Donc, bonjour déjà, mon adresse mail pour le service après-vente. Donc je suis toujours basé à Heiligenstein, patrie du Klevner depuis 1742. C'est un excellent vin blanc qui se boit depuis l'apéritif jusqu'au dessert. Ça c'est fait, comme d'habitude. Et donc j'ai commencé sur Internet en 93 et donc j'ai créé ma société Abondance en 96. Donc des guides PDF, des livres, des sites, etc. Voilà, beaucoup, enfin, une activité autour de l'audit de sites, consultant, conseils, accompagnement, des formations pour mes clients. Ma démarche, en fait, c'est d'essayer de faire du SEO propre, entre guillemets. Alors demain, il y a une table ronde sur la dichotomie white hat, black hat. Voilà, on va essayer de discuter de tout ça, mais moi, je suis purement white hat, et j'essaie de faire du SEO pérenne, propre, et faire en sorte qu'un site qui est optimisé le soit encore dans 5 ou 10 ans. En dehors donc de toute technique dite black hat. Et oui, c'est possible, heureusement, bien sûr, on peut faire des tas de choses en white en termes de SEO. Alors, quels sont les objectifs de cette conférence? En fait, je voulais montrer comment je travaille tous les matins, tout simplement parce que bon, je pense qu'on a tous des façons de travailler un peu différentes quand on fait du SEO. Et je me suis dit que c'était un peu intéressant. Alors, je sais pas du tout valeur de modèle. Hein. L'idée, c'est pas du tout de dire faites comme moi, c'est vachement bien. C'est juste vraiment essayer de donner des indications en disant ben voilà, moi je fais comme ça. Peut-être qu'il y a peut-être des indications qui vont peut-être être intéressantes ou pas, je ne sais pas. Hein. C'est vraiment à titre d'information. Je trouvais que c'était intéressant de partager. Là, vous allez voir, je suis complètement transparent sur ma façon de fonctionner. Vraiment, je dis tout aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment, en fait, tous les matins, en fait, je vous explique toute ma vie. Je me lève à 6 heures du matin. Et je commence à travailler à 7 heures du matin. Je suis plutôt matinal. Et de 7 heures à 9 heures, je travaille pour mes sites. En règle générale, que pour mes sites. Abondance, Réacteur, Formaséo, enfin voilà, tous les sites qui étaient tout à l'heure. Et à partir de 9 heures, je commence à travailler pour mes clients. Quand même, j'ai aussi quelques clients. Donc de 7 heures à 9 heures, je fais ma veille. Je lis une quinzaine d'articles. J'essaie de faire une synthèse, de voir ce qui est intéressant. Et s'il y a et ça arrive tous les jours, hein, il y a toujours quelque chose à dire. Ce qui me semble intéressant à dire, je le sélectionne, j'écris des articles et je les publie sur Abondance. Donc l'idée, en fait, c'est que je publie ma veille en fait en ligne. Et je me dis que si quelqu'un lit Abondance tous les matins et en s'intéressant au SEO, ben, il ne peut pas vraiment passer à côté de quelque chose d'important, ou alors j'ai mal fait mon boulot de veille, ce qui peut arriver bien sûr hein, aussi. Mais voilà, l'idée c'est vraiment en 2 heures d'écrire entre 1 et 4 articles en règle générale, de faire la veille, de lire tout ce qui s'est fait, etc. Et donc de le publier. Et puis, si c'est possible, d'optimiser. On le verra tout à l'heure. Pas tous les articles, mais certains articles, j'essaie de les optimiser, de les positionner sur Google et pour qu'ils soient visibles. Donc ça, c'est vraiment ce travail que je vais montrer tout à l'heure, enfin là, pour expliquer comment je fais pour les optimiser, en fait. Sauf que là, j'ai que 40 minutes, mais en règle générale, c'est le délai que je me donne tous les matins. Hein. Je choisis une requête. Et j'ai 1 heure max pour atteindre le top 10 sur Google sur la requête visée. Bon, alors ça n'arrive pas tout le temps, bien sûr, mais voilà, en tout cas ma méthodologie, c'est la méthodologie que je vais montrer ici. Donc l'objectif de cette conférence, c'est d'obtenir en 40 minutes, c'est-à-dire le temps de la conférence, sachant que j'ai préparé 2-3 petits trucs quand même avant, mais rien n'est publié bien sûr, hein, mais obtenir en 40 minutes
un top 10 Google, donc être dans le top 10, et puis et mieux si affinité, sur une requête qui aura été choisie au préalable. Voilà. Alors, une requête qui soit, si possible, intéressante. L'idée aussi, c'est de montrer qu'on peut positionner un contenu assez rapidement. Ça m'arrive très souvent, hein, vraiment, je dirais pas tous les jours, mais presque. On peut arriver à avoir des top 10 Google sur des requêtes assez intéressantes en moins d'1 heure. L'idée c'est de montrer ça. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer aujourd'hui, on verra, hein, parce que je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas. Mais voilà, en tout cas je peux vous assurer que ça fonctionne parfois. En même temps, si on n'a pas peur de l'échec, il ne faut pas faire du SEO, hein, parce qu'une stratégie de SEO ne se base que sur des échecs, et sur des réussites bien sûr, mais il ne faut surtout pas avoir peur de se planter. C'est aussi pour ça que je fais cette conférence aujourd'hui. C'est que c'est vraiment important de tenter. Il faut tenter, et puis si ça marche, on est content. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. On apprend toujours de ses erreurs. Hein. Soit on réussit, soit on apprend toujours, hein, mais on ne perd jamais. Et puis je me suis dit, allez, c'est peut-être sympa de sortir de sa zone de confort, se mettre un peu en danger. Au mieux, je passe pour quelqu'un de très fort. Au pire, je passe pour un charlot. C'est pas grave. Ça va, j'ai passé l'âge, c'est pas très grave. Enfin, l'idée n'est pas obligatoirement de dire ouais super, je vais me positionner sur une requête machin. C'est vraiment montrer la façon dont je travaille et essayer de partager ça et en essayant de vous fournir des informations. Alors, comment est-ce que je travaille? C'est vachement sympa de faire des conférences avec un masque, hein, c'est génial. En plus, j'ai des lunettes. Alors, de temps en temps, il y a un halo et je ne vous vois plus. Quelles sont les étapes que je suis tous les matins, hein, à partir du moment où je veux positionner un texte sur Google, sur une requête. Donc d'abord, je choisis le thème, évidemment. Hein. Alors parfois, c'est un thème sur l'actualité chaude. Hein. Il vient de se passer un truc dans la nuit. Il y a eu une communication Google ou je sais pas, une étude qui est sortie. Bon, ben là, le thème, il est tout trouvé. Alors je ne pouvais pas faire ça sur la conférence aujourd'hui parce que ça demandait quand même un peu de préparation, hein, cette conférence. Donc j'ai choisi le thème la semaine dernière, donc j'ai choisi un thème un petit peu plus générique, mais qui reprend un thème d'actualité, comme on va le voir. Donc choisir le thème général, de quoi est-ce que je vais parler tout simplement. Deuxième étape, je vais choisir la requête principale, la RP, donc je vais choisir la requête sur laquelle je veux positionner le texte, la requête que les internautes vont taper. Et c'est là-dessus qu'il va falloir avoir un top 10. Une fois que j'ai choisi ma requête principale, je vais lui associer un champ lexical, un certain nombre de termes, un certain nombre d'expressions que je vais essayer de reprendre dans mon texte après. Une fois que j'ai eu ma RP et mon champ lexical, je vais taper la RP sur Google et je vais voir ce que Google renvoie. Comment est-ce que Google comprend l'intention de recherche de la personne qui tape cette RP sur le moteur. Ça va me donner un angle de rédaction, en espérant que l'angle de rédaction que Google comprend, il va être sympa et je vais l'apprécier pour pouvoir aussi écrire dans cette vision. J'ai envie de répondre à l'internaute, mais en SEO, il faut aussi répondre un peu à Google. Je vais rédiger, publier, évidemment, hein, bouton publier, et vérifier derrière si le top 10 a été atteint. Bon, ça c'est pas le plus dur, c'est parfois le plus frustrant. Voilà donc les différentes étapes qu'on va voir sur cette conférence. Alors la première étape, c'est le choix du thème. Le choix du thème, je me suis dit de quoi est-ce que je pourrais parler sur cette conférence. Alors, je me suis dit voilà, des petits thèmes que j'aime bien, le spam, les updates de Google, bien sûr, la désindexation, parce que je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, le crawl, etc., les featured snippets, la recherche visuelle, qui est vraiment un truc auquel je crois beaucoup plus que la recherche vocale d'ailleurs, les PBN, les réseaux de blogs privés, les easter eggs Google, parce qu'il y en a eu quelques-uns dernièrement, les fonctions cachées dans le moteur, etc. Alors j'ai commencé à chercher sur le planificateur de mots-clés de Google, hein, le générateur de mots-clés, j'ai commencé à chercher des mots, des requêtes potentielles. Et grosso modo, les volumes des requêtes que je trouvais, sur les 5 premiers, c'était plutôt entre 100 et 1000 par mois. Donc le volume de recherche sur le planificateur Google. Bon,
C'est faisable, hein. Enfin c'est possible, hein. Je veux dire, pourquoi pas. C'est un peu, c'est pas la fourchette que je privilégie en règle générale. Je privilégie plutôt des fourchettes de type 1K, 10K, entre 1000 et 10 000 fois par mois. Tout simplement parce que le volume potentiel est plus fort, enfin le trafic potentiel est plus fort, hein, donc c'est plus intéressant. Alors les PBN, c'était 1K, 10K, c'est mieux. Mais bon, PBN, ça veut dire plein de choses. Ça ne veut pas dire que public, blog network, etc. Private blog network, pardon. Donc bon, je sais pas. Puis bon, c'est un peu anxiogène les PBN. Enfin bon. C'est un peu moyen, enfin, c'est pas mon sujet préféré. Et puis, il y avait les Easter eggs de Google, donc les fonctions cachées dans le moteur. Je me suis dit, c'est pas mal, parce que finalement, ça fait 10 ans que ça existe. Et il y a peut-être un petit article sympa à faire, qui est un peu récapitulatif. Les mots-clés étaient autour de 1K, 10K. Allez, je me suis dit, on va foncer sur les Easter eggs. Voilà, puis on verra bien. Donc, j'ai le thème. Hein, je vais écrire un article sur les Easter eggs, les fonctions cachées de Google dans le moteur de recherche. Et ce que renvoie le planificateur de mots-clés de Google, c'est 1K à 10K. Ici, hein, donc là on a le planificateur de mots-clés. J'ai tapé Easter egg, parce qu'après ça peut être est-ce que egg est tapé au singulier ou est-ce que egg est tapé au pluriel par les internautes. On va essayer d'aller rechercher la requête qui est demandée par l'internaute, ce qui est assez logique. On va faire correspondre l'offre et la demande. J'ai tapé donc au singulier et au pluriel, en haut, mais malheureusement, Google, hein, dans l'encadré du bas, Google souligne avec les petits pointillés, donc ce qui veut dire qu'en fait, il agrège, il concatène les chiffres, et on n'a pas la différence entre singulier et pluriel. Donc tout ça, c'est le même. Il dit le chiffre de 1K, 10K pour Easter egg Google. Mais on n'a pas le chiffre pour le pluriel. Bon, alors, ça arrive assez souvent. Donc il y a d'autres outils hein, qu'on peut utiliser dans ce cas-là pour aller un petit peu plus loin. Alors j'utilise SEMrush. Et je tape Easter egg Google au singulier sur la France. Et puis SEMrush me dit finalement qu'il n'y a qu'une occurrence, c'est Google Easter Eggs, qui est plutôt une forme anglaise, qui est un peu étonnant, à 6600 comme volume de recherche mensuel. Mais il me donne aucune stat sur Easter egg Google ou Easter eggs Google, au singulier ou au pluriel, ce qui me semble un peu bizarre, c'est pas normal. Donc je me dis, SEMrush, c'est pas, ça peut arriver. Hein. SEMrush est un très bon outil hein, et très souvent les stats sont bonnes. Sur ce coup-là, bon, c'est aussi pour dire qu'il ne faut pas toujours faire confiance aux outils. Hein. Il faut aussi toujours avoir un peu de recul et d'esprit critique par rapport aux outils. Aucun outil n'est parfait. Donc SEMrush, bon, j'y crois pas trop. Je teste Rank Explorer. Donc Rank Explorer, il me dit Easter eggs Google, 1000 par mois. Bon, ok. La fourchette, c'était 1000 à 10 000, hein, donc c'est la fourchette basse. Zut, j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus. Et en même temps, il n'y a rien sur Easter egg. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui tapent Easter egg au singulier. Donc, je ne suis pas encore super... je sais pas, je me dis, au feeling, ça ne va pas. Et j'utilise Yuda Insight, finalement. Et là, j'ai des stats plus logiques, je dirais qui me semblent plus normales, avec Easter eggs Google à 8100 par mois, Easter egg Google à 2400 et Google Easter eggs à 1600. Donc là, je me dis, ok, bon, je pense que c'est finalement les stats les plus logiques qu'un outil a donné. Je pense qu'on est plutôt dans ces chiffres-là. On est bien entre 1K et 10K, ce sont bien les chiffres, la fourchette de Google. Et clairement, il semblerait que les gens tapent la requête au pluriel plutôt qu'au singulier, hein, 8100 plutôt que 2400. Donc, c'est pas négligeable, hein, parce que ça montre aussi que n'utiliser qu'un outil de recherche de mots-clés, ça peut aussi induire en erreur, parce que tous ces outils, finalement, ils se servent de la base de données de Google. Hein, la seule base de données qui existe est celle de Google, quasiment. Et donc après, il y a des extrapolations, etc., etc. Mais c'est intéressant quand même de regarder, de comparer les résultats d'un certain nombre d'outils. Ça permet d'avoir un petit peu plus de recul et la vision un petit peu plus claire sur la requête qu'on va utiliser. Donc là, je dis, ok, je vais essayer de... Enfin, l'objectif, c'est que lorsque on va taper Easter eggs au pluriel Google,
qui a priori demandait 8100 fois par mois selon Yoda Insight, l'article que je vais écrire soit dans le top 10. Bon, j'ai ma RP, j'ai mon thème, étape 1, étape 2, j'ai ma requête. Maintenant, je vais essayer de définir le champ lexical autour de ma requête principale, Easter eggs Google. Donc champ lexical, ma façon de travailler, c'est qu'en fait, je vais rechercher des requêtes, pas des requêtes, des mots ou des expressions, donc suite de mots, qui ne contiennent ni Easter, ni eggs, ni Google. Donc c'est un peu le jeu tabou, si vous connaissez le jeu tabou. Des mots qui expliquent ma requête, mais qui ne contiennent pas les mots de la requête. Donc la première phase, en règle générale, c'est du jus de cerveau. Vraiment du jus de cerveau, j'essaie de réfléchir, et je me dis comment est-ce que je définirais un Easter egg Google. C'est une fonction cachée, c'est amusant, c'est du divertissement, c'est fun, c'est une requête dans les résultats d'un moteur de recherche. Voilà, donc je trouve assez rapidement 7 mots ou expressions, juste en réfléchissant, rapidement sur ma requête. Donc aucun des mots du champ lexical en première approche n'a Easter eggs ou Google. Bon, ok. Après, j'utilise 1.fr, donc un autre outil, 1.fr. Alors, je tape ma RP sur 1.fr et il va me donner des exemples de termes pour le champ lexical. Je trouve rien de fabuleux. Un peu champ de recherche, barre de recherche, recherche Google, résultats de recherche. Ça tourne un peu autour des mêmes termes, finalement. Il y a pas mal de marchés à faire. Bon. Je ne suis pas super satisfait, mais pourtant 1.fr est un super outil, vraiment, je l'utilise beaucoup. Mais ça dépend aussi des requêtes. Bon, ok. Allez, je vais sur YourTextGuru. J'utilise YourTextGuru, des petits trucs à taper. Alors, il me donne déjà des Easter eggs existants, BarrelRoll, ZergRush, voilà, qui sont déjà des fonctions cachées existantes, historiques. Barre de recherche. Bon, grosso modo, je me dis que finalement, j'aurais pu utiliser SEO Quantum, Keywords.gg, les métamots, voilà, il y a plein d'outils qui existent. Alors, je vous épargne la liste de tous les outils. Mais grosso modo, en fait, j'ai pas trouvé, à travers les outils d'aide à l'établissement de champs lexical, j'ai pas trouvé de requêtes, de mots très intéressants. Enfin, j'ai rajouté BarrelRoll, ZergRush, qui c'est en bleu ici, en mauve, et taper un mot-clé, la barre de recherche. Voilà. Et là, grosso modo, j'ai mon champ lexical qui tient la route, puisqu'à priori, j'ai fait du jus de cerveau. Les outils m'ont rien donné de fabuleux à côté. Bon, je me dis que ça doit être à peu près complet. Bon, allez, puis on verra bien, et puis on se lance. Donc j'ai ma RP, j'ai mon champ lexical. Je tape Easter eggs Google, du coup, ma RP sur Google, et je regarde ce que Google renvoie. Comment est-ce qu'il a compris l'intention de recherche de l'internaute qui a tapé la RP sur laquelle je veux me positionner. Alors, grosso modo, je vois qu'il y a pas mal d'articles. Alors, il y a plusieurs articles en anglais, puisque Easter eggs Google, c'est une requête qui peut aller en français ou en anglais. Donc, bon, il va y avoir du coup un petit peu plus de concurrence. Il n'y a pas que la langue française. Les articles qui ressortent, ce sont des articles plutôt qui proposent des listes d'Easter eggs. En même temps, c'est normal parce que eggs est au pluriel. Alors que si j'avais tapé au singulier, peut-être qu'il y aurait eu des articles uniquement sur tel ou tel Easter egg. Là, c'est plutôt sur des listes d'Easter eggs et plutôt des sélections, les 30 meilleurs, les 40 meilleurs, etc. C'est plutôt des sites de contenu, tant mieux. Parce que moi, j'ai un site de contenu aussi, donc c'est plutôt une bonne chose. Mon site est a priori légitime pour ressortir, puisque c'est quasiment que du site de contenu qui ressort. Après, il y a un petit peu de monde quand même. Il y a Wikipédia, il y a qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le petit digital, il y a WebRank Info, il y a Search Engine Land. Voilà, c'est pas le petit site paumé, donc bon, il va falloir bosser, quoi. Et puis il y a presque 58 millions de résultats aussi. Alors c'est pas obligatoirement le chiffre le plus monstrueux et un critère qu'il faut regarder en priorité, mais enfin bon voilà, il y a quand même 58 millions de participants dans la course.
il va falloir être dans le top 10, si possible sur le podium. Voilà, donc en tout cas, j'ai l'angle de rédaction en me disant, et ça me va bien aussi, parce que c'est aussi l'angle que je voulais donner finalement à l'article, c'est quels sont les articles, quels sont les easter eggs Google qui m'ont fait marrer sur les 10 dernières années, en fait. C'est un petit peu ça. Une liste, une sélection. Donc c'est bien dans l'angle que je voulais donner. Alors bien sûr, hein, il faut quand même... j'écris pour des internautes, hein, j'écris pas pour Google. Hein, donc c'est bien que Google comprenne la même chose que moi et que finalement, ce que je veux faire comme article, c'est ce qu'il comprend et c'est ce qu'il propose. Donc tant mieux. Mais ceci dit, il faut en tenir compte. 5e étape, la rédaction. Il faut rédiger. Hein. Alors ce que je fais en règle générale, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je suis plutôt à 400 mots minimum à l'heure actuelle. Si je peux faire entre 600 et 800, c'est quand même beaucoup mieux. L'article que j'ai rédigé là, parce que je l'ai pré-rédigé, je vais vous éviter le fait que je rédige un article de 1000 mots devant vous, hein. Donc je l'ai pré-rédigé, mais je ne l'ai pas publié. Il fait 1000 mots en fait. Mais en fait, quand je rédige, je ne compte pas les mots. Quand je rédige, j'essaie de rédiger un contenu intéressant pour l'internaute. Et après, je regarde, on a l'habitude, hein. Puis là, il y avait beaucoup de choses à dire, donc en fait, au bout d'un moment, j'ai dit combien il y a de mots, ouais, 1000, ça va, je suis cool. Voilà, mais le truc, c'est pas de remplir, hein, c'est pas du remplissage. Faut rédiger un contenu intéressant. La RP, ma RP, donc Easter eggs Google, je la mets au début du H1, une fois au début du H1, une fois en H2, une fois en H3. Ensuite, je la mets une fois en gras par centaine de mots. Donc s'il y a 400 mots, je vais la mettre 4 fois en gras. Enfin, j'ai le potentiel pour la mettre 4 fois en gras. Pas plus, mais je peux faire moins, mais pas plus que de 4 fois en gras. Comme là, l'article va faire 1000 mots, j'ai le potentiel de mettre 10 fois en gras, hein, 1000 fois, hein, donc 10 fois en gras, une fois par centaine de mots. Et quand je dis 1000 mots, c'est article, enfin titre, chapeau, intertitre, paragraphe, là, tout l'article. Et je vais mettre donc, j'ai le potentiel pour mettre 10 fois en gras la l'easter egg dans le texte. Je mets la RP au début du title, mais ça c'est normal, enfin sur mon site c'est normal, puisque en fait le title reprend le H1, le début du title reprend le H1, donc de toute façon, comme il y a la RP au début du H1, la RP sera au début du title. Et ça va reprendre dans l'URL, puisque l'URL reprend le H1. Le slug reprend le H1. Donc ça c'est un petit peu les règles pour la RP. Alors c'est un peu contraignant en soi, mais franchement, ça fait j'allais dire presque des dizaines d'années que je fais ça. Donc maintenant j'ai vraiment oublié les règles, elles sont intégrées. Et ma seule contrainte c'est d'écrire quelque chose d'intéressant pour l'internaute. Et je sais que de toute façon j'ai le réflexe aujourd'hui de la mettre une fois en H1, une fois en H2, etc. Et le champ lexical, c'est open bar, hein, donc il n'y a pas de règle vraiment. Voilà, c'est vraiment fait pour enrichir sémantiquement. J'essaie, lorsque je veux faire un article positionné, j'essaie de faire un mix avec du texte, des images, des vidéos. J'ai l'impression que ça marche assez bien. Voilà, pas faire que du texte. Voilà, une ou deux images, une ou deux vidéos, c'est souvent pas mal. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça va donner ça. Alors, poc. Donc je vais sur mon site, hein. Voilà, je vais essayer d'agrandir. Donc je suis sur WordPress, hein, avec mon article qui est ici, en attente d'édition. Alors ce que je vous propose, je vais le publier. Ça donnera un peu de temps à Google pour le crawler, l'analyser, etc. pour que d'ici la fin de la conférence, parce qu'il reste plus qu'un quart d'heure, on essaie de voir si c'est positionné. Allez, je le publie. C'est parti. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. C'est bon, c'est publié. Alors, donc je reprends, hein, au niveau des règles. Ma requête c'était Easter eggs Google. Donc elle est au début du titre qui est en H1, ici. Ici il y a un chapeau qui est en H2. Et j'ai mis Easter eggs Google ici. Alors ça peut être au début, au milieu ou à la fin. J'ai pas vraiment vu de différence dans l'emplacement de la requête dans le chapeau. Ensuite, il y a des paragraphes, des intertitres, des paragraphes, intertitres, paragraphes, intertitres. Donc il y a plusieurs intertitres. Je ne sais pas combien il y a d'intertitres. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et donc je choisis toujours un seul intertitre dans lequel je mets
Easter eggs. Oh, j'ai même pas mis Google. Hein. J'aurais pu mettre Google. Allez, je vais le faire, tiens. Enfin, allez, je mets à jour, au cas où. Des fois que Google n'est pas encore crawlé. Voilà, je le mets ici. Et donc 1000 mots en tout. Et donc je vais avoir... où est ma souris? Voilà. Je vais avoir de temps en temps Easter eggs, Google, ici, vous voyez ici en gras. Hein, donc balise strong. Voilà, Easter eggs Google ici. Je mets d'autres mots en gras aussi, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc si je vais sur abondance, il doit être apparaître, voilà. J'ai mon article qui est là et qui a été publié, voilà, qui vient de sortir et qui a été publié. Donc il y a de la vidéo, il y a de l'image, voilà, un petit GIF aussi animé, une image, et puis bon, un tweet, voilà. Bon, allez. Bon, maintenant c'est fini, hein, c'est parti, c'est à Google de fonctionner. On va regarder tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Oui, je voulais vous montrer aussi comment je travaille. Alors je me suis dit, bon, pourquoi, tant qu'à faire le truc, autant le montrer jusqu'au bout. Alors c'est pas du tout un modèle, hein, mais voilà, comme ça fait longtemps que je suis dans le truc. Moi j'ai appris l'HTML en écrivant de l'HTML, première langue en fait. Il n'y avait pas d'éditeur, il n'y avait rien. Et en fait, à l'époque, moi j'écris en HTML en fait les articles, hein, et donc il est là, l'article. Donc c'est du... j'ai perdu ma souris. Voilà. Je vais essayer d'agrandir. Donc c'est vraiment H2/H2, strong/strong. Bon, maintenant il y a plein d'outils qui permettent de faire beaucoup mieux, hein. Mais bon, voilà, moi j'ai appris comme ça en 1993 et il n'y avait pas d'outils. Voilà, les liens. Alors c'est pas obligatoirement le mieux à faire parce que ça peut générer pas mal d'erreurs humaines aussi, hein, parce que si on se trompe sur une balise, derrière ça peut poser quelques soucis. Voilà, mais je voulais vraiment vous montrer ici, c'est tous mes articles de la semaine en fait, hein, qui sont écrits comme ça au fur et à mesure. C'est pas plus long que d'écrire dans Word, hein. C'est juste une habitude, c'est vraiment une habitude et je suis jamais allé au-delà de cette habitude. Donc je fais mon article au format texte, je mets sur WordPress, je publie. Alors je mets juste un petit bémol sur l'heure de publication parce que je pense, enfin ce que j'ai pu voir dans le passé que j'ai l'impression que Googlebot, le robot, s'habitue à venir à certaines heures en fait. Et comme je publie tous mes articles entre 7h et 9h le matin, je ne sais pas comment ça va se passer, ou là, je publie à 14h57. Je ne sais pas. Alors peut-être que quand ça se passe comme ça, si je vois que l'article n'est pas crawlé, Search Console, exploration de l'URL, demander une indexation, et après, donc, via la Search Console, on peut demander une indexation, un crawl et une indexation beaucoup plus rapide. Ça peut arriver. Donc je ne sais pas comment ça va se passer là, on va voir. Pour vérifier derrière c'est ce qu'on va faire juste dans la foulée, c'est que on va saisir la RP sur Google. Alors ça peut arriver que ça foire, hein. Alors soit ça foire complètement, pas de top 100. Bon, à ce moment-là, j'ai pas de petit déjeuner et puis voilà, je me punis. Ça peut arriver, pas grave, hein. Soit 12e, 13e. À ce moment-là, donc c'est pas le top 10. À ce moment-là, ce que je vois d'habitude, c'est qu'effectivement, je retourne sur l'article et je me dis, j'ai pas assez expliqué. Mon article, il n'est pas assez bon. Je ne vais pas essayer de manipuler. Hein, je veux dire, si mon article est 12e, c'est qu'il n'est pas assez bon, tout simplement. Donc je remets du contenu, j'essaie de mieux expliquer, je fais un article encore plus pertinent. Et je republie via la Search Console, hein, pour avoir un crawl et une indexation quasi immédiate. Et souvent, ça marche d'ailleurs. Hein. Souvent, hop, ça monte comme ça, au fur et à mesure, en écrivant un article qui soit de la meilleure qualité possible. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. On verra bien. Marche, ça marche pas. Hein. Peu on en est. Alors, il est là. Et troisième. Voilà, donc c'est... ça marche. Dormirez bien ce soir, tiens.
Ouais, ouais. Effectivement, je vais aller sur Firefox. Je vais reprendre la. Parce que on me dit souvent, ouais, mais t'es sur ton compte. En fait, moi, je m'aperçois que la personnalisation des résultats Google a énormément baissé avec le temps, et que en fait, même quand on est sur son compte Google, on est quasiment avec le même résultat. Donc, je vais quand même le faire, hein, mais par contre, bon, il y a d'autres. Voilà, et troisième aussi. Hein, donc c'est et là, ben, attendez, je vais complètement me déconnecter parce que je suis sur un autre compte ici. Voilà, donc là je suis totalement déconnecté et en fait il y a beaucoup moins de personnalisation Google. Il y a toujours de la contextualisation, géolocalisation, ce type de choses, mais il y a beaucoup moins de personnalisation des résultats de recherche. Bon, alors ça marche, je suis content. Alors on me dit souvent des trucs, oui mais d'accord, mais alors vérification, voilà, c'est plutôt champagne pour le coup. Top 3 en plus, c'est plutôt bien. Alors le temps total d'écriture, enfin, toute la phase là, depuis la recherche de la RP, du thème de la RP, champ lexical, rédaction, j'essaie de faire en sorte que ça ne me prenne pas plus de 30 à 40 minutes, hein, souvent moins. Bon, l'article était un peu long, hein, 1000 mots, ça sera plutôt... Enfin, il ne faut pas que ça prenne plus d'une heure, hein, parce que c'est quand même en plus de mon boulot logique. Alors on me dit souvent, le site Abondance aide. Ah ouais, mais tu l'as publié sur Abondance, espèce de blaireau. Il a 20 ans, il a 1 million de backlinks. C'est quand même un peu facile ton truc. Alors, oui, bien sûr, je ne peux pas dire le contraire. En même temps, ça fait 22 ans que je bosse comme un malade pour que le site soit une référence sur le sujet. Bah, si ça peut aider, je suis vachement content quand même. Donc oui, bien sûr que ça aide, c'est normal. Et en même temps, j'ai remarqué, par exemple, sur le site Définition SEO, que j'ai sorti il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça, que la même méthodologie, sur un site qui sortait, voilà, je venais d'acheter le nom de domaine, hein, donc il y a un peu quelques liens d'abondance, mais pas tant que ça, ben, ça marchait aussi bien quand même. Et il y a eu des top 10 très rapidement sur les définitions SEO qui étaient sur le site. Donc, bien sûr que ça aide, je veux dire, mais en même temps, je ne vais pas pourrir le référencement d'abondance hein, donc, bien sûr, c'est 22 ans de boulot et derrière, ça fonctionne et c'est bien. Mais pas que, ça marche aussi sur des sites qui sont même récents. On me dit aussi, ouais, mais tu as pris une requête qui est entre 1K et 10K. Attends, va faire de la courte traîne. Oui, bien sûr, c'est autre chose, mais là, je l'ai fait en 40 minutes. C'est complètement différent. De la courte traîne, des mots-clés plus demandés, c'est possible, hein, franchement. Après, moi, dans mon domaine, pour trouver des mots-clés qui sont demandés plus de 10 000, 100 000 fois, ça commence à devenir compliqué. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. À la limite, je préfère essayer de viser plusieurs positionnements de la moyenne traîne. Hein. 1K, 10K, pour moi, c'est de la moyenne traîne. Je préfère essayer plusieurs positionnements sur de la moyenne traîne que d'essayer un mot-clé de courte traîne. Déjà, il faudrait le trouver, le mot-clé de courte traîne, c'est pas obligatoirement évident. Donc voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et puis aussi, tous les articles ne sont pas bons à faire du SEO. Voilà, il y a plein d'articles. Par exemple, ce matin, dans le train, j'ai publié les gossips. Hein, tout le lundi sur Abondance, il y a les gossips qui sont tout ce qu'on apprend via les réseaux sociaux sur Google, pour des porte-paroles SEO. Bon, ben, les gossips, c'est un article avec 3, 4 ou 5 informations complètement différentes. C'est totalement irréférençable. Bon, ben voilà, il n'y a pas d'optimisation SEO parce qu'il n'y a pas de vocation SEO derrière, parce que c'est trop compliqué. Le seul truc, c'est que c'est de l'information, donc je publie pour donner l'information à mes lecteurs, c'est tout. Hein. Tous les articles ne sont pas bons à faire du SEO, mais l'idée, c'est, ben, quand on veut faire du SEO, ben, j'essaie d'optimiser, en tout cas, comme je l'ai montré. Voilà pour cette conférence. Donc, merci beaucoup pour m'avoir écouté.